Un karaté. Un karaté. Oh non. Je m'y attendais pas. Ouais, ok. Ouais, bah pour la petite anecdote, il y a Chris qui m'a envoyé comment est-ce qu'on appelle ça encore? Enfin, c'est une blague, c'est pas une blague. Une devinette. Une devinette, voilà, une devinette. Et il vient de me donner la réponse. C'était quoi? Comment appelle-t-on un véhicule rempli de combattants Qui ne croient pas en Dieu. Un karaté. Oh là là. J'avais la flemme d'écrire une intro. La voici. Notre sujet juste après. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, sujet de la vidéo, on va faire nos pronostics de qui aura la ceinture dans chaque catégorie de poids le 31 décembre 2025 à l'UFC. John, est-ce qu'on fait dans un ordre logique, genre les catégories les plus légères jusqu'aux plus lourdes, ou alors on choisit chacun à son tour une catégorie? Non, faisons ta première proposition. D'abord les... Honneur aux hommes. Voilà, honneur aux hommes. Vas-y, je t'en prie. Ok, honneur aux hommes. On commence par les plus légers, du coup, flyweight. Ce que je propose, c'est que on donne d'abord la réponse et puis le justificatif. Ok, vas-y, je suis chaud. Qui commence? Honneur aux hommes, donc c'est toi qui commence. Ok, pour moi, je vais pas trop me mouiller. Pour moi, c'est Pantoja. Sur cet exercice, juste comme ça, je sais à l'avance. Sur cet exercice, est-ce que tu l'as fait genre les plus hautes probabilités ou t'as quand même quelques catégories où tu te dis, tu sais quoi, là c'est plus balls. On le sait. Enfin, au final, la probabilité que tout soit correct, c'est tellement faible. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, à chaque fois, t'as des surprises, t'as des trucs où tu t'attendais pas. Donc, moi, je me dis juste, là, c'est juste que je vois Pantoja. Je trouve qu'on donne pas assez de crédit. Je trouve qu'il est exceptionnel. Et je vois pas trop qui peut venir l'embêter. Quand tu regardes, il a tapé tout le monde. Il faut aller jusqu'à Cap ou Capé, je ne sais jamais, je sais toujours pas comment se qu'on dit, pour se dire bon, il y a peut-être quelque chose. Et encore, enfin, tu vois, je trouve que c'est pas assez fort pour venir. Ça se prononce Cap, hein, parce que sinon c'est interdit dans la famille d'appeler le fils Andy. Donc voilà, c'est bien Cap. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai voulu prendre un risque sur cette division, un risque de cœur. Je pense que Royval a une carte à jouer. Non, je savais. Ok. Tu sais que c'est pas la vidéo wishlist, hein. C'est pas la je sais. Non, mais je pense sincèrement que Royval a vraiment une carte à jouer. Ce qu'on a vu de Royval depuis sa défaite, c'est un qui est plus concentré sur la victoire que sur le divertissement. Et il est déjà contender numéro 1. Il y a des rumeurs comme quoi il va affronter justement Manel Cap. Et je pense qu'il est capable de prendre les deux. Mais il a déjà perdu 2 fois, non? Il a perdu 2 fois, donc c'est difficile à vendre, certes. Mais là, il est vraiment numéro 1 contender. Tu vas pas lui faire... Enfin, tu vois, c'est un peu le Max Holloway de Volkanovski. Je crois qu'un troisième combat est organisable, d'autant plus que les 2 premières fois où ils sont affrontés, c'était chouette, fun pour le public. C'est de toute façon une division où c'est un peu bloqué. Et puis à partir d'un moment, quand tu as un contender qui bat tout le monde, comme Max Holloway le faisait en featherweight, tu es un peu contraint de devoir le faire. Et il y a ce petit élément motivant de se dire, il progresse. Ouais. Franchement, si tu as raison sur celui-là, c'est trop fort. Je commence très fort. Tu as raison sur celui-là. Déjà, même pas juste de gagner le fight, c'est juste que l'UFC accepte de l'organiser. Ouais. Je trouve. Si tu as raison, c'est waouh. Mais en fait, alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est validé contre Manel Cap. Mais si c'est le combat qu'ils font, il peut pas gagner ce combat et ne pas avoir le title shot derrière. Je suis tellement impatient d'être l'année prochaine juste pour re-regarder cette vidéo. Je suis impatient, j'ai trop envie de la re-regarder. Ok, c'est trop bien. C'est bien. Je pense que si on a 3 raisons, on est fort dans ce genre d'exercice. Ah ouais? 3 sur les 11? Allez, 4. Okay. Ouais, ça dépend. Si tu te la joues vraiment safe, il y a peut-être moyen de taper 5.
Ouais, pour moi, ok. Mais c'est pas super fun. À chaque fois, on va dire celui où je suis le plus sûr. Bah, moi, Pantoja, c'est un des où je suis le plus sûr. Ouais, ça se comprend. Je pense que si tu demandes à plein de personnes différentes, tu vas, ouais. Ok, Tu vas vas-y. avoir beaucoup de gens qui vont dire Pantoja pour être sûr. Genre, si tu dois dire les plus Non, sûrs. mais c'est même pas pour, enfin, c'est que j'ai du mal à le voir. Je dis pas que c'est impossible. Tout est possible, tu vois. C'est possible, ça se trouve, c'est cap. On sait rien, mais je dis juste, Ah oui, bien sûr, tout est possible. Pantoja, pour moi, d'un point de vue technique, mais qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. C'est Ouais. le cardio, le menton. Tu vas me dire qu'il compte beaucoup sur son menton. On est d'accord. Il y a un moment, ça lâche, on n'en sait rien, c'est possible. Contre cap, ça peut faire vraiment mal. Mais c'est juste que sur 5 rounds, je trouve que ce gars est quasi imprenable. Imprenable. Et ça me fait mal, hein. Moi, moi, j'aurais adoré dire Moreno, tu vois, mais bon, c'est encore moins probable, il y a encore plus de défaites. Ouais, je dirais que c'est encore moins, ouais, effectivement, moins probable. Mais je rejoins tous ceux qui, en fait, c'était vraiment le choix logique. Je pense que tu demandes à 100 personnes qui s'y connaissent, tu vas avoir un bon 90% qui vont te répondre Pantoja dans cette division. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas pour pas prendre de risques et dire non, c'est vraiment, je vois pas autrement, mais bon, voilà. J'espère que l'année prochaine, en fait, Un autre élément qui peut jouer en sa faveur, justement, c'est le manque de contender va faire que pour qu'il reste champion tout 2025, il va peut-être devoir combattre qu'une fois. Il aura peut-être qu'une seule opportunité de combattre. Ouais, mais je crois pas que c'est le bon combattant. Tu vois, quand t'as pas de contender comme ça, en plus de ça, il vient de défendre ici en décembre, donc il fait partie des champions qui ont été parmi les derniers à défendre. Flyweight, on sait que c'est la division qu'on met le moins en avant, donc il va pas beaucoup défendre cette année. C'est grand maximum 2. Il a pas une égratignure. Attends, je vais te dire pourquoi je pense pas. Il a vraiment pas, il a maîtrisé son combat. 2, ça a été confirmé par Dana White, il va y avoir un event au Brésil. C'est sûr et certain. Et je vois pas comment tu vas me dire, ils vont peut-être mettre Pereira, mais j'ai l'impression que Pereira est tellement une star qu'ils vont le mettre. Et surtout contre qui, je crois pas qu'ils vont le mettre au Brésil parce que c'est trop fat. Donc je me dis que, ouais, bon, tu vas peut-être me dire d'autres combattantes, peut-être, mais franchement, je vois Pantoja au Brésil. Ouais. Et donc, parce que ça c'est pas de pay-per-view et tu le ramènes et tu sais que ça va être full. Donc ouais, pour moi, je vois au Brésil, tu vois. Ah, et c'est pas pay-per-view. Non, c'est pay-per-view. Donc, non, je me trompe. Non, c'est un event pay-per-view. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, s'ils ont un pay-per-view, non, je le vois au Brésil. Je vois Charles Oliveira, à la limite, tu vas me dire, mais ça dépend comment ça se passe pour lui, pour le reste, quoi, tu vois. Mais... ouais, c'est ça. Il faut de toute façon une ceinture. Après, c'est déjà arrivé qu'ils mettent pas, enfin voilà, qu'ils font un événement au Brésil et que c'est pas un Brésilien en main event pour une ceinture. Non, mais ils aiment bien mettre des flyweights. Bien sûr. Ouais. Après, moi, ce que j'avais dit, c'est que Pantoja est dans une situation un peu comme Anderson Silva à un certain moment de sa carrière, où Anderson Silva était allé prendre des combats dans la division du dessus, mais pas spécialement pour devenir champ. Il avait combattu contre Stéphane Bonnard, il avait combattu contre Forrest Griffin. C'est compliqué. Ça nous a donné des masterclass, et typiquement, je trouve que Pantoja est dans cette situation où on pourrait le faire monter en bantamweight le temps qu'on ait un contender pour lui chez les flyweight, plutôt qu'aller chercher... Enfin, l'autre option est possible. Kai Kara France, tu peux le mettre. Manel Cap, tu peux le mettre. On a eu Khalil Rountree contre Pereira cette année. Donc, ça aussi, c'est possible d'aller chercher un contender qui est beaucoup plus bas. J'ai l'impression qu'ils vont le faire en début d'année. Et à mon avis, il va combattre 2 fois, enfin début et fin d'année. Et ouais, moi, je te dis, je vois trop, ils adorent les mettre des combats où ils se disent, bon, ça va pas trop vendre chez nous, on le tape là-bas, c'est plus facile. Et pour moi, c'est les Figueiredo Moreno, etc., c'était là-bas, tu vois. Ouais, après, voilà, quoi qu'il en soit, même s'il doit défendre 2 fois en 2025, c'est facile de l'imaginer gagner 2 fois. Ouais, l'autre option, c'est Figueiredo, qui a déjà une victoire contre Pantoja, donc peut-être qu'il y a un vrai challenge avec un Figueiredo qui serait capable de redescendre en flyweight. C'est un gros si. Ouais, d'accord. Du coup, en parlant de bantamweight, on remonte. C'est à toi. Oumar. Ouais. Pardon, désolé le manque de respect total, mais ouais, je vois, je trouve que c'est le seul qui stylistiquement peut vraiment embêter Dvalishvili. Ouais. J'ai bien dit pour une fois. Pardon, désolé, moi les prénoms, les dates, je crois que vous êtes au courant, j'ai toujours des soucis. Dvalishvili, t'as toujours eu du mal, mais là ça s'améliore, je trouve. Ouais. Sinon tu l'appelles Merab, hein. Ouais, Merab. Non, mais du coup, Dvalishvili, je pense vraiment qu'il a peur.
Bon, c'est un truc c'est une analyse de comptoir là, mais vraiment tout ce que je vois quand tu vois par rapport au combat, là maintenant ils disent que c'est lui qui était voir l'UFC pour le demander parce qu'il y a des manques de respect et tout, mais je l'ai jamais vu aussi nerveux, autant nerveux pardon pour les Français qu'à ce moment-là. Dans tous les cas, voilà, moi je mets Oumar Nurmagomedov pour la bonne et simple raison que le combat est annoncé. Oumar est favori et ce sera mon pronostic. Et sur les prochains contenders, je le donne favori aussi. Et je pense que t'as ce truc de, il va combattre, s'il prend la ceinture, il va s'asseoir dessus, et son deuxième combat sera son dernier combat 2025. Donc encore une fois, on a Oumar Nurmagomedov qui doit prendre la ceinture, défendre une fois. Ce sera peut-être contre un profil comme Petr Yan, Sean O'Malley. Moi, je vois plus si Sean O'Malley a une victoire, je vois plus Sean O'Malley passer devant. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Mais en fait, c'est peut-être. Et Petr Yan, franchement, Petr Yan, c'est peut-être ça le combat. Hein. En octobre, ça peut le faire. Hein. S'ils ont leur combat maintenant ouais. et qu'ils allongent pour Abu Dhabi ou un truc comme ça, moi je vois bien 2 combats, mais de toute manière. Mais c'est peut-être ça le scénario. Hein. Le scénario, c'est peut-être Oumar ici contre Dvalishvili. Imaginons Oumar gagne. Prochain contender, ça va être le vainqueur entre Petr Yan et O'Malley, qui vont faire leur revanche en 5 rounds. C'est quelque chose qui est ultra demandé. Je pense que l'UFC, à la place de l'UFC, était obligé d'essayer ça. Et le vainqueur de ce combat, il prend le title fight contre Oumar, et je peux voir un vrai chemin de victoire pour Oumar, que ce soit contre l'un ou contre l'autre. Donc j'aime bien ce pronostic. Toi, t'avais ça aussi? Ouais, j'ai pareil. Ouais. Ceux qui veulent faire un peu risqué, je pense que Petr Yan n'est pas une mauvaise option, qui aille récupérer son titre. Ouais, je suis d'accord. Le risqué réaliste, ce serait Petr Yan, selon moi. Ok, on passe au featherweight. Je te laisse la parole parce que moi, là, j'ai un truc chelou. Ah ouais, je sais ce que tu vas me dire. Attends, laisse-moi deviner, s'il te plaît. Attends, donne-moi 2 secondes. Il faut que je revoie. Faut juste que voilà, je l'ai ici. Toi, tu vas me dire. Je dis à moi que tu me dises Movsar et je vais même te dire pourquoi. C'est que je pense. Ok. Je pense que tu me dis que Ilia Topuria va monter, il va laisser sa ceinture vacante, qu'il va y avoir un combat et ce combat, moi je pense que l'UFC mettrait pas Movsar alors que c'est peut-être un de ceux qui pourraient avoir la ceinture intérim ou la ceinture réelle s'il la laisse vraiment vacante. Donc je dirais moi c'est malin parce que celui-là j'ai un doute. Je pense aussi qu'Ilia va monter. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très dépendant de cette donnée. Je crois que s'il reste champion. Mais ce qui me pousse à penser qu'il va monter, c'est que ce genre de communication, je le vois pas être comme un levier de négociation pour Topuria. Par le passé, il a déjà voulu monter en lightweight. Il avait fait son détour contre Jay Herbert et c'était pour des raisons de cutting. Il a déjà eu un combat annulé en dernière minute par les médecins de New York, je pense, parce qu'il considérait que son cut était trop hardcore. Et voilà, son combat contre Brian, on a vu ce qui s'était passé. C'était supposé être son dernier combat en bantamweight. Il a raté de 3 kilos. Donc je crois que Topuria, à un moment, voilà, quand il sait plus gérer son poids, il sait plus gérer son poids. Donc je le vois monter. Donc tu vois Volka contre Diego Lopez et tu vois Volka passer. Moi, c'est Volka, ouais, mon mais pas contre Diego Lopez. J'imagine que c'est tu dois le mettre contre quelqu'un, tu vois. Alors, dans ce cas de figure, quiconque aura la ceinture sera sur 2 combats aussi en 2025. Je vois pas cette décision. Je vois pas l'UFC laisser Topuria traîner trop longtemps sur la prise de décision. Je crois que l'UFC est déjà en train de mettre un genre de pression de OK, maintenant prends ta décision parce que nous on doit savoir quoi faire avec nos catégories de poids. Et par conséquent, ouais, je pense que un Volkanovski devrait s'imposer par exemple contre un Diego Lopez et puis contre un futur contender qui pourrait s'avérer être Evloev. Ok, alors moi je te dis encore un autre truc. J'ai la même idée que toi. J'ai eu la même idée que toi, mais j'ai quand même mis Topuria. Pour moi, c'est Topuria monte, Volka devient champion et ils s'affrontent de nouveau et Topuria regagne. Et Topuria redescend. Ouais, redescend. Oh, c'est un scénario de malade parce que moi je pense que si Topuria monte, c'est fini. Il y a plus de featherweight physiquement possible, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais moi je pense que si jamais et je te le dis, si jamais je raison, enfin voilà, c'est ce que je pense qu'il va se passer. Je crois qu'il va monter. J'espère, bon, ce sera une des trucs dont on discutera un petit peu plus tard, mais j'espère qu'ils ne mettent pas contre Charles, j'espère qu'ils le mettent contre Dustin, parce que ça m'intéresse beaucoup plus. Oh ouais. Et je pense que Dustin gagne.
Et si Dustin gagne, il gagne d'une sacrée manière. Et je pense qu'il va vouloir se refaire et redescendre et montrer que c'est le patron contre Volka. Parce que s'il repère une deuxième fois en lightweight, c'est mort. Et il est jeune, il veut finir à 30 ans, il a 27. Donc pour moi, il doit regagner de nouveau après avoir perdu contre Dustin. Donc il redescend et il bat Volka. Ah, ça se tient. Franchement, la théorie se tient. La théorie se tient. Moi, je pense que s'il combat contre Dustin, il l'étrangle. Et après, il va... Ah ouais? Ouais, Okay. je Ah ouais, pense. donc avec le sol que tu as vu contre Islam, tu maintiens qu'il l'étrangle. Ouais. Wow. C'est ouf. Franchement, si t'as raison. Si t'as raison, c'est trop fort. C'est vraiment trop, trop fort. Ok, ouais. Donc, toi, tu dis Topuria qui reste, mais avec Non, un genre de yo-yo, quoi. À la fin, Oui, qui reste champion, enfin, qui sera champion. Il reste pas champion. Oui. Il sera champion à la fin de l'année. Libère sa ceinture et qui vient la récupérer. Ouais. Et donc, moi, je mets Volkanovski. C'est chaud parce que mon pronostic est chaud vu l'âge de Volkanovski. On connaît la stat des combattants au-dessus de 36 ans dans les divisions en dessous de welterweight. Ouais, mais contre Il y a que Volkanovski qui a des victoires et c'était déjà il y a 2 ans ces victoires-là. Donc, ouais, d'accord, mais pour moi, contre Diego Lopez, c'est un peu trop tôt. Et Evloev en striking, je crois que c'est compliqué. Voilà. Debout, je parle debout, c'est compliqué. Et je trouve que en featherweight, la défense de lutte de Volka contre Evloev qui a quand même du mal à finaliser, etc. En 5 rounds, non. Franchement, je trouve que c'est pas tordu. C'est raisonnable. C'est raisonnable, ouais, c'est raisonnable. C'est fou parce que tu dis, s'il arrive à faire ça, c'est quand même exceptionnel vu son âge. Mais moi, c'est vu, la compétition, voilà. Voilà. Ouais. Après, voilà, ce prono était difficile parce que c'est vraiment, pour moi, c'est 100% dépendant de ce que fait Topuria par rapport à sa montée ou pas. Et du coup, en lightweight, qui as-tu? Lightweight. Ah, c'est compliqué parce que là, pareil, c'est super compliqué parce que Islam, j'ai l'impression que Islam veut monter. C'est pas, j'ai l'impression, c'est un fait. Il veut monter. Il veut monter, mais il y a un souci et on va devoir en parler tout de suite. C'est qu'il doit affronter Belal. Et on le sait, voilà, c'est un ancien c'est pas sa team. Il vient s'entraîner de temps en temps avec Khabib. C'est pas exactement la team. Mais, encore une fois, j'ai l'impression que Islam, il s'en fout un peu plus, là, il en a marre. Et il a dit, we will talk about it. Tu vois, genre, il est un peu plus chaud pour monter. Il a pas envie de faire une Sterling, Merab, tu vois. Et donc, je me dis qu'il va peut-être en avoir marre d'attendre et qu'il va se dire, bon, bah, tant pis, si je dois affronter Belal, ben, tant pis, on s'affronte, tu vois, tant pis. Ouais. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour ce truc. Je propose que tu me dises, toi, ce que tu sens, parce que j'aime bien parce qu'on a vraiment fait des scénarios avec des dépendances. Et donc, ici, moi, je mets Topuria champion lightweight, fin 2025. Parce que dans le scénario où Topuria monte immédiatement, il va pas avoir besoin de cumuler des victoires avant d'avoir son title shot. Donc, il prend soit Charles, soit Dustin. Il a le title shot derrière en cas de victoire. Et là, il y a 2 scénarios qui sont probables pour avoir un Topuria champion. Soit il prend Makhachev et il le bat, ce qui est peu probable. Je mets Makhachev champion. Je mets Makhachev favori dans ce combat. Mais voilà, le nombre de fois où des underdogs sont venus et puis ça reste Topuria qui fait des trucs de ouf. Soit Makhachev monte, comme tu le dis, et Topuria affronte quelqu'un d'autre pour la ceinture vacante, et là je pourrais le mettre favori. Donc il y a 2 scénarios, et l'addition des probabilités des 2 scénarios me donne envie de mettre Topuria, tu vois. Oh là là, non, tu vois ce que je veux dire? T'imagines, il y a un scénario, j'avais pas pensé à ça, il y a un scénario où Islam dit qu'il en a marre de taper des faders, donc il dit, vas-y, je laisse tomber. Islam monte, c'est vacant, t'as Topuria qui affronte Dustin. Pour moi, c'est là où c'est compliqué. Pour moi, j'aimerais que ce soit ça, s'il vous plaît, parce que il y a un scénario où Charles affronte Topuria pour la ceinture. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah non, mais là... là, tu vas. Toi, tu vas. Ouais. Non, mais là, où que ce soit. Alors, s'il y a ça à Madrid, on y va en équipe. Parce que Brian était intéressé aussi par non, mais je te promets, il n'y a pas un endroit au monde. Si Charles a de nouveau un combat pour la ceinture, c'est sûr, j'y vais. Où que ce soit, même s'il y a quoi que ce soit, je m'en fous. Boulot, n'importe. Je m'en fous, j'y vais. Tu nous grilles déjà quelque chose de ta wishlist 2025. Ouais. C'est la vidéo qu'on fait juste après. Bah là, du coup, le truc que moi, la prédiction que j'ai, c'est que je pense que ça va être indépendant des combattants.
Je crois que c'est l'UFC qui va décider. Et je pense que l'UFC va décider que Islam doit encore faire une année en lightweight. Voilà ce que je pense. En fait, je pense qu'ils vont se dire, on doit voir trop de résultats pour savoir ce qui va se passer. Donc, il doit voir Belal par rapport à son opposant, probablement Shavkat. Si Shavkat passe, alors là, ça devient plus intéressant et ça ouvre la division. Et alors, ça le justifie encore plus. Si jamais Topuria monte, ils vont peut-être se dire, il y a peut-être moyen de faire un combat incroyable entre Islam Topuria, même si Islam en a pas trop envie, je pense que ça peut chauffer. Si jamais il arrive à battre Dustin et le faire de manière sérieuse, on va pas parler de Charles Oliveira parce que ça me fait trop mal au cœur. Mais voilà, si c'est comme ça, donc moi je pense que malgré lui, Islam reste champion en lightweight à la fin de l'année. Et c'est difficile parce qu'il y a octobre. C'est ça qui m'embête. Il y a octobre à Abu Dhabi et c'est vrai, il y a un combat et donc peut-être que tu vois, mais ouais. Mais c'est ce que je pense. Ouais, il est vraiment chaud celui-là. En fait, c'est la division où c'est, tu vois, comme Pantoja en flyweight, Makhachev en lightweight, ça me semble être le choix logique. Mais il y a tellement de possibilités différentes avec des changements de division, ce genre de choses que voilà, j'avais envie de faire du fun là-dessus. Et avant de passer au welterweight, je vais pour une fois faire le placement de produit à l'oral sur Oko. Toi, tu m'avais dit que tu avais déjà depuis longtemps. En fait, c'est marrant parce que moi, je crois qu'il t'avait contacté pour faire un partenariat. Non. Et moi, j'ai découvert la marque, c'est transparent. En fait, j'avais vu que Clément Marcoux en parlait pas mal. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais tester. Et franchement, c'est top. Petite précision, voilà, pour être tout à fait transparent comme ça, tu le sais. Ouais. C'est un peu plus difficile, il faut appuyer pour que le sorte, mais par contre, c'est incroyable principe. Tu montes ça avec 2 mains. Ok. J'ai un sacré avant-bras. Non, mais c'est le pire, c'est que dans le placement, je voulais préciser ça pour pas que les gens soient surpris quand vous l'achetez. Effectivement, il faut mettre de la pression pour que l'eau passe et soit filtrée. Donc ça, c'est important à savoir. N'achetez pas ça pour votre gamin de 4 ans parce que sinon, ça va être une galère. Moi, je vise tout le temps dans sa bouche. C'est marrant, mais c'est moi qui dois le faire. Tu donnes pas cette gourde à l'école, quoi. Par contre, j'étais à l'hôtel ce week-end. À chaque fois qu'on va à l'hôtel avec ma femme, on prend chaque fois blindé de bouteilles d'eau et tout. C'est super relou. Alors qu'ici, en fait, tu prends ta gourde, tu remplis au robinet et c'est une des nombreuses qualités de cette marque. Donc voilà, on recommande Oko pour différentes raisons, mais là j'en ai vraiment fait les frais en partant tout en week-end et au lieu de prendre des bouteilles d'eau avec, tu prends ta gourde et tu remplis au robinet et puis t'as ton eau en permanence, quoi. C'est top. Si j'avais su, je l'aurais acheté avec le code, mais du coup je l'ai acheté avant, donc une petite chance. Ouais, mais bon, t'as supporté Clément Marcoux et ça nous fait plaisir aussi de pouvoir le supporter. Donc t'inquiète, tu restes dans l'équipe. Je viens d'y penser pendant qu'on parlait, parce que j'ai pas préparé ça dans mes notes. Est-ce qu'on fait une prédiction sur la BMF? Ah ouais, super intéressant. Mais bon, est-ce qu'ils vont la mettre en jeu? C'est plus compliqué, mais en option. Mais c'est ça. Donc là aussi, on a plein de points d'interrogation et tout. Elle appartient à Max Holloway. Max Holloway qui a annoncé qu'il montait en lightweight. En lightweight, il y a des options de combattants qui ont un peu cette définition du BMF. On avait aussi parlé de l'éventualité d'un BMF Original Gangster en Jorge Masvidal contre Holloway. Dan Hooker pourrait faire un chouette combat contre Max Holloway. Parce que pour moi, Dan Hooker, c'est un vrai BMF. C'est un vrai BMF. Ouais. Mais le problème, c'est en termes de popularité, c'est pas assez haut, je crois, pour la BMF. Il faut lui mettre Dan Hooker. Il faudrait lui mettre un gros combat contre Gaethje. C'est annoncé. C'est rumeur. Ouais, rumeur. Je pense que c'est. Imagine Dan Hooker bat Gaethje. Ah oui. Ah oui, en plus avec tu fais Holloway contre Hooker pour la BMF, mais je laisse quand même Holloway garder la ceinture en fait. Ok, mais je veux Hooker tatoué avec les cheveux blonds, là il y a quelque chose, il y a un flow, tu vois. Donc mais c'est parce qu'il a les cheveux blonds, ça te fait penser à Charles Oliveira, il y a un flow, voilà. Ouais, moi je dirais Holloway de nouveau champion BMF si jamais c'est le cas. Ok. Et il le mérite en plus, franchement, enfin dans le sens il le mérite, c'est on arrive vers la fin de carrière, s'il a des combats comme ça, bon, j'espère que ce sera pas trop compliqué au niveau des blessures, mais je trouve que c'est chouette d'avoir des gros combats pour lui, enfin, tu vois, en fin de carrière où sa carrière est mise en avant, je trouve ça très bien. Ouais, parce que il est encore jeune, mais par contre, son kilométrage est fort avancé, donc c'est pas le genre de... Je souhaite pas à Max Holloway de devoir encore combattre à 37 ans, par exemple. Et quand tu dis ça de manière générale, les gens disent, attends, mec, 37 ans, c'est pas si âgé. Pour un gars comme Max Holloway qui a l'UFC. Non, et en lightweight, lightweight aussi, c'est compliqué. Donc moi je suis content qu'il arrête un peu les cuts, qu'il se construise une vraie carrière en lightweight. Je pense qu'il y a
tu mets tous les noms du top 10, et tu fais ah ouais ça m'intéresse, ah ouais ça m'intéresse, ah ouais ça m'intéresse. Il y a que des bangers à faire pour Max Holloway. À voir si ça fait sens de mettre la ceinture BMF en jeu ou non. Je crois que l'UFC ça dépendra de la stratégie. Tu vois, tous les pay-per-view, il faut une ceinture en jeu par rapport à leur deal ESPN. Peut-être qu'à un moment ils seront en galère avec les champions classiques et qui vont devoir être, j'aime pas utiliser le terme, mais contraints, mais qui vont plutôt mettre une opportunité à Max Holloway de défendre ce titre BMF, parce qu'à mon avis, aux yeux de la télé, de ESPN, ils vont considérer ça comme une ceinture mise en jeu. Welterweight, du coup. Vraiment, petite parenthèse, mais ouais. je crois vraiment que Hooker a un combat d'avoir la BMF. Ouais, honnêtement, si une guerre, je crois qu'il peut l'avoir. Une guerre contre Gaethje qu'il gagne. Ouais, contre Gaethje qu'il gagne, ouais, il a tout. En plus, il aurait battu un ancien BMF. Tu vois, ça rajoute un petit truc. Ouais, c'est ça. Welterweight, je sais plus si c'est à toi ou à moi de. Ah ouais, vas-y à toi, parce que alors, même réflexion que toi sur Pantoja. J'ai envie de mettre du respect sur Belal Mohamed, et je pense qu'il est capable de garder sa ceinture, donc c'est mon pronostic. Ok, alors moi j'en ai mis 2, mais je vais faire quelque chose de différent de toi, comme ça on a quelque chose d'un peu plus cool. T'avais aussi mis Belal et t'hésitais avec un autre. Vas-y, je suis curieux de voir si tu devines à qui je pense. Islam. Ah non. Ouais, ce serait pas mal. Bon, si je respecte le truc d'avance, alors ça n'a pas de cohérence, tu vois. Je préfère avoir un truc cohérent. Ouais. Je crois pas que t'auras mis Shavkat. Ça me paraît parce que tu veux me faire deviner, tu vois. Ouais, je vais te faire deviner. Ouais. Vu ce que j'ai vu de Shavkat, je t'avoue, perso, je sais qu'il est invaincu, tous les finishes et tout ce que tu veux, mais ce que j'ai vu de Shavkat pendant le dernier combat, ça confirme les doutes que j'avais déjà avant. Et je disais, bon, c'est bizarre parce que c'est une victoire, tu vois. Ouais. Mais quand même, j'ai des doutes. Question, est-ce que tu prononces son nom facilement ou pas? Non. Ouais, Jack Della Maddalena. Déjà, tu vois, j'avais dit Shavkat, je me dis, bon, ok, c'est bien. Je dis, bon, deuxième test, ouais. Ouais, c'est Jack. Je vais pas facile à prononcer. Jack DM. Voilà, Jack DM. Je crois que c'est un petit pari, mais je pense que ça se tient. Franchement, avec ce que j'ai vu contre Burns, etc., je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Par contre, d'un point de vue stratégique, etc., Belal, il est en place, quoi. Tu vois, pour moi, le seul truc qui peut vraiment passer, c'est juste, il a le knockout power, tu vois, il y a un moment où ça peut passer et que Belal, voilà. Je voulais, ça fait longtemps que j'avais dit à Brian qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo plus poussée uniquement sur le style de Jack Della Maddalena, parce qu'il apporte quelque chose de nouveau. J'y suis parvenu. Tu vois, il y a un très très bon striking, et en termes de lutte défensive, il n'est pas en mode comme la plupart des strikers aujourd'hui, anti-lutte, anti-grappe, ground is lava, où je mets toute mon énergie dans ma lutte défensive, ni comme les Charles Oliveira ou Diaz de l'époque. Genre, j'ai un très bon striking, et puis si on m'amène au sol, je suis tellement à l'aise sur mon dos que j'accepte, et puis je travaille à partir de mon dos. Il a vraiment ce style, si tu m'amènes au sol, ça va partir en scramble, et de mon scramble, je vais réussir à me relever. Ça va utiliser de l'énergie de mon côté, mais j'ai de quoi reprendre mes points derrière en pied-point. Donc il a vraiment un style nouveau, selon moi, une approche, on va dire, une approche nouvelle pour les strikers. Et d'un point de vue striking, c'est très très fort. Hein. Ouais, et ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal contre Belal, dans le sens où je vois un JDM qui va chercher à mettre la pression, à se faire mettre sur son dos, mais à directement chercher à créer du mouvement pour pouvoir se relever. Ça va peut-être fatiguer Belal aussi. Donc c'est un combat que j'aimerais voir. En tout cas, c'est potentiellement le genre de combat que j'aurais bien mis sur ma wishlist. C'est pas dessus, mais ça m'intrigue. Donc j'aime bien ton prono là. Ouais, et franchement, il y a juste un aspect un peu plus personnel aussi. C'est quand j'étais à Miami, j'avais eu du temps un petit peu pour discuter avec. Et c'est marrant quand c'est pas du tout pour dire j'étais ou quoi, c'est juste un ressenti plus humain. T'as cette sensation quand tu discutes avec qu'il y a une détermination tu peux sentir à certains moments où ils en sont dans leur carrière, etc. Mm-hmm. C'est quand même impressionnant à quel point il était déterminé, genre je suis prêt à ce qu'on me casse le bras pour avoir le titre, mais je vais l'avoir. Donc ouais, il y avait des rumeurs comme quoi il avait battu Burns avec un staphylocoque, hein, c'est ça? Que lui non, mais je crois qu'il était blessé en plus. C'était Burns qui était blessé, je sais plus. Il y avait un des deux pendant le combat, je pense, qui était blessé, mais blessé genre. Je crois qu'il balance un high kick et il se le prend et il protège du bras, et je crois que sais plus. Je crois que c'est trop dur. Ouais, je te le dis, pour moi c'était
Je crois que si quelqu'un peut confirmer juste dans les commentaires. Mais il y avait une sorte de petit truc que je me dis il est motivé quoi. Il y va. Ouais, bah écoute, quand tu rencontres les combattants, il y a de temps en temps des choses que tu sais pas expliquer, mais que tu as vécu et qui te donnent une opinion différente c'est juste un ressenti, valide quelque chose. Plus, c'est un petit peu. Ouais, clairement, ça se comprend. Ouais. On passe au middleweight. J'aime bien ta tête parce que pour moi, c'est la division où il y a le plus d'options réalistes. C'est ça. Pour moi, c'est fou. C'est un casse-tête celui-là. J'en ai 4. Et je pense que ce serait même pas déconnant de dire il y a potentiellement 6 à 7 réponses justifiables dans celle-là. C'est ça. Pour moi, c'est la catégorie la plus compliquée. Ouais. Je vais te dire les 4 que j'ai, voir si on a les mêmes ou pas. Et puis après, je te dis qui je choisis à la fin, si ça te paraît bien. Ouais, vas-y, on fait comme ça. Bon, bien sûr, on est obligé de garder Duplessis. Bien sûr. Parce que je l'ai trouvé extrêmement efficace. On le sait, on l'a dit 1000 fois, c'est son style, c'est pas très beau à voir. Mais par contre, il sait comment gagner. C'est ça, il sait comment gagner. Et même, pour moi, c'est le seul qui peut poser un problème à mon deuxième choix, qui est Khamzat, où je rêve de voir ce combat. Vraiment, je rêve de voir ce combat. Parce que je me demande trop comment ça va se passer si Khamzat rentre dans quelqu'un qui rentre dedans, mais où physiquement, il y a quelque chose. Tu sens que Duplessis, il y a quelque chose de... Tu sens que c'est une force de la nature, qui est pas pareil que les autres. Et je pense qu'il y a... voilà, ce combat, pour moi, il m'intrigue vraiment énormément. Et je sais pas te dire qui peut gagner. Puis, il y a le cœur qui parle. Je me dis, il y a Nassour. Ouais. Voilà, voilà, mais ça, c'est plus de l'affect qu'autre chose. Je pense que ce qu'il a montré maintenant, c'est vraiment super intéressant. Je crois que je me serais positionné sur Nassour beaucoup plus après le combat contre Adesanya, pas pour dire voilà, il est plus proche, mais simplement pour voir vraiment qu'est-ce qu'il fait contre une légende. Un ancien champion. Voilà, un ancien champion. Pour moi, c'est une des victoires, probablement la victoire la plus impressionnante si jamais il gagne. Ouais, vraiment, s'il gagne, même si Adesanya sur une série de défaites, c'est contre qui. Mais ouais, pour moi, c'est exceptionnel. Et franchement, Borralho, pour moi, je sais que ça doit être quelque chose, tu dois avoir un autre nom, mais pour moi, c'est plus la team qui m'impressionne. C'est le fait qu'ils arrivent à trouver des solutions contre tous les adversaires qu'ils affrontent. Et il est quand même extrêmement haut placé. Et je sais pas si on arrivera à le mettre pour le titre et avoir une victoire à ce moment-là. Je trouve que c'est compliqué, mais pour moi, le facteur X, c'est vraiment la team. Et donc, ma réponse finale, pour moi, c'était Duplessis. Je crois qu'il reste champion. Bon, on a la même réponse. Ah, c'est vrai. Voilà, on a la même réponse. Juste pour continuer sur ta réflexion, pour moi, il manque 2 noms à ta liste. Adesanya. Adesanya avec une victoire contre Imavov, peut-être une victoire supplémentaire s'il reste actif, il réobtient son title shot. Et puis il y a Strickland. Si Strickland prend la ceinture à DDP. Mais je vois Khamzat poser beaucoup plus de problèmes à Strickland qu'à Duplessis. Et puis t'as des scénarios où Khamzat se blesse, annule ses combats, n'est plus en middleweight, ne peut pas combattre aux États-Unis. On a un nouveau Khamzat et Trump est président. Donc les codes. Oui, je sais, mais pour moi c'est pas ce que je veux dire, c'est que ça reste une réponse totalement justifiable. Si quelqu'un dans les commentaires me dit moi je vois Strickland champion fin d'année, je vais pas dire c'est débile comme réponse, loin de là, parce que là il a son title shot déjà. Mais ça veut dire que parmi toutes les options, la plus probable c'est que Strickland gagne 2 combats. C'est beaucoup quand même. Déjà Duplessis, il a perdu et je pense que Duplessis. Regarde, c'est une split contre Duplessis, donc facile d'imaginer qu'il peut gagner le combat contre Duplessis, parce que une partie de la population l'a déjà vu gagner le premier combat. Imavov bat Adesanya. Strickland défend contre Imavov. Il a déjà battu Imavov, tu vois. C'est un scénario totalement. Ouais. Ok, pour moi, il y a un facteur super important, c'est que la grosse force de Strickland, c'est le temps que tu as passé avec lui pour pouvoir comprendre son style. C'est déjà round 3 que tu commences à peine à décortiquer un petit peu. C'est ce qui s'est passé avec Duplessis, c'est ce qui s'est passé avec Imavov, c'est ce qui s'est passé avec Madjan. Et donc, je me dis, tous les deux ont déjà eu 50. Et tu vois qu'Imavov est chaud pour l'affronter. Je pense qu'il sait quelque chose, qu'il a compris quelque chose. Donc, je dis pas que c'est sûr qu'il gagne. Je dis juste, je pense pas que ce soit, comme tu dis, aussi facile. Et surtout Duplessis, qui est intelligent. Il vient avec des game plans qui sont vraiment aux petits oignons.
Et je pense que maintenant, avec l'expérience qu'il a eue avec les 5 rounds, je pense que je mets encore plus Duplessis favori qu'au premier combat. Mais moi, pareil, et je pense que les codes de Paris valident ça d'ailleurs. Maintenant, plus par rapport à Imavov, hein, c'est ce que Brian aime toujours dire, peu importe dans quel sens, mais t'es face à quelqu'un qui a gagné les 4 premiers rounds. Gagner le 5e ne veut pas spécialement dire quelque chose. Et c'est peut-être même une mauvaise impression que Imavov a. C'est parce qu'il a pris le 5e round face à potentiellement un Strickland qui s'est dit, bah, en fait, je n'ai qu'à survivre pour gagner le combat. En sachant que c'était juste après Noël, que c'était en short notice, qu'il était peut-être pas la machine à cardio qu'on connaît. Après, voilà, c'est un débat un peu sérieux. Mais c'est pas ça. Hein. Quand j'avais fait l'interview et que j'avais été les voir, son argument c'était vraiment que il est certain, c'est difficile, mais il est persuadé d'avoir compris quelque chose et de pouvoir le battre et que ce sera pas du tout le même combat. Donc, je crois pas que c'est basé juste sur le 5e round. Je crois que il a eu des difficultés à s'adapter et que tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir prendre son temps et je crois que maintenant qu'il a eu autant de rounds et autant de minutes avec, je pense que c'est différent. Et donc c'est pour ça que je dirais Strickland, je dis pas non, c'est impossible, mais je dis juste de toutes les probabilités, je crois pas que de toutes celles-là tu vas dire que c'est celle-là le plus probable. C'est ça que je veux dire. Oui, je suis d'accord. Mais moi le plus probable pour moi c'est Dricus parce que comme tu l'as dit, même si son style est peu esthétique, il trouve chaque fois son chemin vers la victoire et honnêtement, ça devient difficile de le voir perdre. Et alors, il y a un dernier nom, en fait. Avant de passer chez les light heavyweight, il y a un dernier nom où si quelqu'un me lance en commentaire, je vais dire, en fait, ouais, il y a même moyen. C'est Fluffy Hernandez. Ouais, bon... Il a déjà son combat prévu ici. Non, avec autant de choix. Je dis pas. Fin d'année. Si ça arrive, c'est fin d'année. S'il est actif. genre le 31 décembre. Ouais, non, mais tu vois, dernier pay-per-view de l'année, tu remets la ceinture middleweight en jeu et c'est lui qui s'est positionné comme le prochain contender. Je dis pas en termes de talent parce que je dis là vraiment cette catégorie elle est devenue extrêmement intéressante. Alors que elle m'embêtait avant, celle-là elle est vraiment devenue intéressante. Non, c'est plus pour moi. Quand t'es lui, je pense, avec toutes les casquettes, on a ces expressions maintenant en interne. Avec la casquette UFC, je me dis, il y a tellement des combats qui vont vendre que je mettrai pas Fluffy Hernandez. Oui, mais en fait, c'est ça. Ce qui joue contre les Borrayo, les Fluffy, c'est que t'as des gros, en plus d'avoir des gros talents, t'as des gros vendeurs dans cette division et t'as des match-up avec des grosses rivalités aussi. Tu vois, tu pourrais même imagine Strickland il bat Duplessis dans un combat de feu en split decision de nouveau. Tu peux voir la trilogie arriver en 2025 aussi. Donc avec Khamzat, elle est tellement ouverte cette catégorie. Elle est ouverte, c'est incroyable. On l'a introduit comme ça. C'était la catégorie avec le plus de le plus de choix, le plus de possibilités valables et valides. Non mais attends, tu t'imagines juste pour fermer la parenthèse sur cette catégorie, tu t'imagines s'il y a 2 ans on t'avait dit il y a toute cette catégorie, il y a tout ce nom, et non, mais qui? Duplessis. C'est incroyable. Ce qu'il a fait est exceptionnel. Enfin, le gars, rappelle-toi du combat, il y a 2 ans, c'était contre qui? C'était contre l'anglais, hein, c'était contre, Till. Ouais, Till. Même après cette victoire, on était là, genre. C'est ça. Pas convaincu, tu vois. C'est ça, c'est que Till, il y a un moment où il revient, tu vois. C'est déconné. Mais c'est ça qui est beau en MMA, c'est il y a tellement de catégories comme ça où tu te dis, allez, ça, j'ai pas vu venir, quoi. Pas vu venir du tout. Light heavyweight. J'ai quelque chose aussi, je crois que t'as quelque chose aussi. Ouais. Est-ce qu'on a la même chose? Alors, j'ai 2 noms, mais les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'ai un que les gens pourraient imaginer, c'est Ankalaev. Ouais. Et le deuxième, j'ai Rountree. Je vais t'expliquer pourquoi après, mais j'ai Rountree. Ok. Alors, moi, j'ai un 3e nom. Ok, vas-y. Et c'est pas Pereira. Non, moi non plus, c'est pas Pereira. Pour moi, c'est pas Pereira. C'est Khamzat. Ah ouais, je l'avais pas vu celui-là, ouais. On a Pereira qui a balancé un tweet ou un stage, je sais pas, et il dit ce sera pas Ankalaev. Et il y a quelqu'un qui a dit la rumeur de ce qu'a dit Dana White, blablabla, c'est Khamzat contre Pereira. Ce sera pas ça. Khamzat, il non, je dis pas qu'il y aura pas de combat, je dis que Dana White, ce qu'il a dit pour moi, c'est pas un combat. Mais on est d'accord là-dessus, mais ouais, je sais pas, là, c'est vraiment, c'est limite bold prediction d'avoir Khamzat champion à light heavyweight, mais... Et contre qui? Ankalaev? Tu fais pas Ankalaev, tu lui fais mais pas. Non, Khamzat monte pour prendre Pereira, il prend la ceinture à Pereira. Et puis il la garde. Ouais, donc t'es en train de dire qu'ils vont saboter un des 2 noms. Oh, je le vois pas, l'UFC, je vois pas ça. Saboter, donc tu dis un des 2 d'office va perdre, donc on sait plus capitaliser là-dessus.
Non, c'est pas qu'on sait plus capitaliser là-dessus, c'est juste que le gagnant, regarde, si Pereira dit, ok, il me reste imagine Pereira appelle l'UFC et dit, ok, moi il me reste un combat en light heavyweight, après je monte. Et dans ce cas-là, t'as quasi rien à perdre. T'as un Khamzat qui monte, qui perd. On dit, bah voilà, il a perdu parce que c'était face à du trop lourd en poids. Il redescend en middleweight, il a toujours sa hype. Khamzat gagne, il a une hype de dingue en 93. Et Pereira, bah tu le fais monter en poids lourd et les gens auront toujours cette intrigue de Pereira version poids lourd, tu vois. Mais pour moi, il y a une frustration chez Khamzat de s'être dit, j'ai pas réussi à prendre la ceinture chez les welter. Et tu vois, parce qu'il voulait être champion dans 3 catégories et de se dire, je vais déjà aller dans la catégorie finale maintenant, plus contre. Je comprends les contre-arguments. Moi, je pense que l'UFC appelle Khamzat en disant, take le shot contre Pereira. Il dit oui, tu vois, et je pense que Pereira dirait oui aussi. Donc. Non, mais si t'as raison, franchement. C'est lourd. Là, je l'ai pas vu. C'était même pas dans mon scope. Là, ok. D'accord. Alors, je vais te justifier pourquoi. C'est que pour moi, Pereira, en fin d'année, monte, laisse la ceinture vacante. Peut-être qu'il va encore faire un combat, peut-être encore. Pour moi, il monte en fin d'année. Et je vais même te dire quand. Pour moi, il monte en novembre. Madison, ouais. Okay. Il monte à Madison. Donc, et pour moi, il monte contre le champion, voilà, pas le champion intérimaire, on en parlera tout à l'heure. Mais pour moi, il monte bien. Enfin, voilà. Et il revient pas en light heavyweight. Pour moi, il monte définitivement et c'est sa fin de carrière. Oui, je pense que là, il a quoi, 37, là, il va sur ses 38 en 2025. Même plus. Et puis, il a une carrière kickboxing avant. Donc, là aussi, en termes de kilométrage, à l'image de Max Holloway, ça commence à faire beaucoup. Non, mais là, franchement, respect à lui d'accélérer comme ça. Et en plus, il a été super actif. Voilà, il a été super actif. Il a été actif. Pour moi, il lui en reste 2, maximum 3 dans sa carrière et il va plus en faire beaucoup chez les light heavyweight. On est d'accord. Donc pour moi, c'est impossible. Enfin, franchement, s'ils font ça, c'est une catastrophe. Pour moi, il n'y a pas le combat contre Ankalaev. Il vient de l'annoncer. Donc s'il n'y a pas, c'est que Ankalaev va avoir un combat pour la ceinture vacante. Je vois pas comment. T'imagines, ils le prennent même pas pour la ceinture vacante. Non, le gros scandale. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, Ankalaev a un titre pour la ceinture vacante. Enfin, un combat pour la ceinture vacante et il gagne. Donc, c'est pour ça que je mets Ankalaev. Ça, c'est un. Et pour moi, Rountree, maintenant, c'est une de ces défaites où t'es gagnant, tu vois. Et je pense que c'est très probable que l'UFC veuille le remercier et ils disent, on va capitaliser là-dessus, essayer de build quelque chose parce que Jiri, il et tout, voilà, on a fait, on a fourré le truc, on l'a pris dans tous les sens. Et pour moi, l'UFC va essayer de mettre en avant Rountree. Parce qu'en plus, il y a ce truc, quand il se bat, c'est toujours des guerres, c'est incroyable. Et il a quand même fait quelque chose d'exceptionnel contre Pereira. Donc, je pense qu'ils vont le remercier et qu'ils vont lui donner une belle opportunité. Et donc, il a une surprise près, Et voilà, il a une surprise près. Et pour moi, Rountree, c'est le genre de gars, c'est un coin flip, quoi. Ce serait dingue. Franchement, j'arrive pas à imaginer Rountree champion, mais si il a un jour la ceinture, franchement, chapeau à lui. Et je serais content pour lui. Et tu sais quoi? J'ai envie de faire une prédiction en dehors des autres. C'est quoi? Je dis Rountree champion. Rountree champion. C'est cool. Il faut prendre des risques dans la vie. Ankalaev, je me dis, franchement, Ankalaev, il s'en prend une grosse de Rountree qui a faim. Il y a moyen. Donc, vas-y. Juste pour dire, j'ai mis un peu de sprinkle. Voilà. Pas mal. Allez, on se retrouve pour les poids lourds juste après la pub Live Healthy. Cela faisait des années que je cherchais des protéines sans ingrédients inutiles et malsains. Je suis tombé sur la marque Norcode sur le site livehealthy.com et j'ai décidé de m'affilier à eux. La whey protéine goût naturel de Norcode n'a qu'un seul ingrédient. Protéines de lactosérum provenant de vaches nourries exclusivement à l'herbe. On a 80 grammes de protéines de qualité au 100 grammes, quasi aucun gras et très peu de sucre. Leur marque est testée en laboratoire tiers, encore un argument de force. Leur créatine est également incroyable, de même que leur collagène. Depuis que j'ai découvert cette marque, je ne jure que par Live Healthy pour mes compléments alimentaires. LiveHealthy.com regroupe d'autres marques de haute qualité, avec aussi du café, des adaptogènes, des marques de biohacking qui ont une excellente réputation. Allez faire un tour avec notre lien en description et profitez de 5% de réduction sur chacune de vos commandes avec notre code promo FightMinds. Soutenez notre chaîne en faisant le plein de compléments
supplément sûr et efficace. Poids lourd. On va un peu accélérer, comme ça la vidéo elle tire pas trop en longueur. Poids lourd, t'as qui? Comme par hasard, quand c'est les femmes qui arrivent, on va accélérer. Il a vraiment dit, ouais, là, on enchaîne. Ouais, bon, voilà, j'ai Aspinall. Franchement, et si c'est pas Aspinall, là, c'est un de ceux où je suis sûr. Et je dirais, ok, si je me trompe, franchement, je serais très, très étonné de me tromper sur celui-là, mais pour moi, c'est Aspinall champion. Ouais, pareil. En fait, y a plein de scénarios. Je pense que s'il y a le combat contre Jones, je pense qu'Aspinall a totalement ses chances. Et s'il n'y a pas le combat contre Jones, peu importe qui Aspinall combat, je vois Aspinall favori. Et je pense que je peux même le voir combattre 2 fois et gagner 2 fois, 3 fois et gagner 3 fois. Donc, je voulais te faire une blague. Je voulais faire le dernier, je voulais te dire Spivak. Mais je me suis dit, il va pas le prendre. Manque de respect. Non, mais voilà, c'est pour lui, mais pour être champion, enfin, face à Aspinall et tout ce qu'il y a devant, c'est compliqué. Ouais, de toute façon, ici, ouais, Aspinall me semble logique. Et là, un peu comme Pantoja, je pense que tu demandes à 100 personnes de pronostiquer. Peut-être pas autant que Pantoja, mais il y aura peut-être un 80% qui dirait Aspinall. Ah, je te promets, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui diraient John Jones. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y a pas moyen de faire un sondage? Non, je suis trop chaud de voir. Sur celui-là en particulier, je crois que beaucoup de gens diraient John Jones. Si je mets la vidéo en première, ce que je vais faire, je peux lancer un sondage en début de vidéo et on verra le résultat au moment où on en parle. Ça peut être intéressant. Ah, trop cool. Chez les femmes, pareil, la plus légère, on est dans la catégorie des strawweights. Moi, autant j'aime beaucoup Tatiana Suarez, vraiment beaucoup. Autant elle essuie beaucoup de blessures aussi, elle annule pas mal de combats. Et en dehors d'elle, franchement, je pense que Tatiana a quelque chose à jouer contre Weili Zhang, mais en dehors d'elle, il n'y a pas grand monde pour Zhang, donc j'ai trop de scénarios pour que Weili Zhang garde sa ceinture. Ah, attends, donc tu dis qui alors au final? Zhang, je dis Zhang. Ah oui, Zhang, autant je vois Tatiana Suarez comme un vrai danger pour Zhang, autant je vois 40% de chance qu'elle annule le combat parce qu'elle est blessée, parce qu'elle fait que se blesser. Autant je vois un scénario où Weili Zhang, elle obtient sa revanche et elle a 2 chances du coup sur 2025 pour battre Tatiana Suarez dans ce cas-là. Tatiana pourrait prendre la ceinture puis se blesser, devoir laisser cette ceinture vacante et Zhang la remporte, ou bien Zhang va juste gagner contre Tatiana et puis gagner une nouvelle fois contre quiconque l'affronte plus tard dans l'année. Pour moi, pareil, Zhang. Voilà. Juste, je trouve qu'elle est exceptionnelle. En plus, depuis qu'elle est revenue, tu vois qu'elle est vraiment, elle est concentrée, elle fait le taf. Pour moi, c'est Zhang. Ouais, difficile de voir quelqu'un d'autre. Yan lui avait posé problème à l'UFC 300, mais bon, il y a eu cette erreur d'arbitrage selon moi. Fin du premier round, pour moi, le combat devait être arrêté par étranglement. Elle a utilisé beaucoup d'énergie à essayer de finaliser. Je pense que ça a changé un peu la tournure de la suite du combat. Et malgré tout, elle est sortie victorieuse, donc vraiment du mal à l'avoir perdre cette ceinture. 57. Le cœur a voté? Non, vraiment. Bah, franchement, c'est la tête. Cœur et tête, ouais. Ouais, cœur et tête. Shevchenko. Ça va, j'ai réussi à t'avoir. Il fallait que j'en ai une. Non, Fiorot. Franchement, Fiorot, je sais qu'il y a, c'est sûr et certain, il y a cœur. Ouais, celui qui dit le contraire, non. Mais il y a tête aussi. Il y a tête aussi. Ce que j'ai vu, voilà, je pense vraiment que Fiorot peut le faire et j'espère juste qu'ils vont lui donner le combat parce que là, elle a nettoyé toute la catégorie et donc j'espère qu'ils vont pas lui dire, enfin, qu'ils vont le passer, mais je vois pas ça autrement, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, je vois Manon et Manon avec 2 combats sur 2025, quoi. Prise de la ceinture et puis la défense pourrait être directement à nouveau contre Shevchenko. Ou alors ça sera contre la. Je pense que elle gagne, mais de manière sûre. Je pense que comme ça. Ouais. Du coup, c'est une nouvelle contender et donc ça va jouer entre Blanchfield, Natalia Silva et Grasso. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une des 3 et ouais, je la mets favori contre les 3. Ouais, Favorite contre les 3. Ouais. Ok, bah tu vois, je l'avais dit que on allait accélérer la fin, mais c'est surtout parce qu'on est assez d'accord et je pense que chez les bantamweight, on risque d'être d'accord aussi. Ah, il y a peut-être une hésitation sur un scénario. Alors moi j'ai mis Kayla Harrison. Ouais, j'ai mis pareil. Mais il y a ce scénario où Kayla Harrison prend la ceinture à Pena et ça fait sortir Nunes de sa retraite. Ouais, c'est possible. Ouais. Franchement, si c'est ça ton bold move là maintenant, il est beau. Mais ouais, moi je vois Harrison. Mais le pire de tout, c'est que
Harrison, je la vois pas favorite si jamais il y a ce combat. Donc je Pour pense. Nunes. Mais c'est pour vraiment- ça, ouais. C'est pour ça qu'il y Il a va un scénario. revenir, hein. Il va revenir, ce serait incroyable ce retour. Ah, je Ouais, serais c'est- hype. c'est Oh. c'est un scénario où, ouais, clairement, Ouais. ceux qui répondent Nunes, j'aime bien le risque. J'apprécie le risque de le faire, mais effectivement, avec une Nunes qui, encore une fois, c'est comme Topuria, est-ce qu'il monte pas? C'est Nunes, est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle revient pas? C'est Non, plus mais attends, là-dessus que tu joues, en fait. chez les femmes, j'ai pensé, je me suis dit, il va peut-être le faire. Je me suis dit, il y a moyen qu'ils mettent Dakota, tu vois. Que l'UFC fasse son move et qu'ils arrivent à la prendre, mais. Ouais, tu teases un peu l'autre vidéo, là, ça fait partie de mes bold predictions. Ok, Mais ok. Ça se passe différemment. Ça se passe différemment. Ok. Surtout Bah, que, surtout que Dakota, c'est flyweight, en plus. Non, c'est pour ça que je disais, de manière générale, chez les femmes, c'est ce que je pensais. Ouais, ok. Eh ben, je pense qu'on a fait je pense pas, on a fait le tour. On a un peu teasé l'autre vidéo qu'on va enregistrer maintenant et qui sortira 3 jours plus tard. Les amis, merci à tous. Attends. Juste comme ça, on leur a dit, celui qui perd invite le resto à l'autre sur le nombre de points, ça te va? Ok, attends. Alors, je vais changer mes prédictions. Non, mais j'ai fait un beau move. J'en ai fait un. Je crois que t'en as fait un aussi. J'ai mis Jack. Ouais, c'est vrai. Donc, ok. Ok. On voit quelqu'un- De toute façon, je m'étais dit que Ah non, alors je change tout. Alors, non, cool. Je signe. Je m'étais de toute façon dit que chaque année j'allais vous inviter au resto, comme on avait fait l'année passée. Mais bon, comme tu te casses à chaque fois. non, mais tu m'invites ici. Il y a pas de. Comment je t'invite ici? Je dois aller jusqu'au Mexique pour t'inviter? Tu payes le resto. Tu tires pas en Belgique. Ah ouais. Ouais. Bon les gars, achetez du Oko et du Livelfi, hein, ça va m'aider à... si je perds. Merci pour la pub. Allez, les gars. Attends, déjà, si vous voulez mettre vos trucs, mettez-les aussi. Trop intéressant. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres prédictions. Mettez-les et mettez des likes sur ceux que vous aimez bien parce que peut-être qu'on verra ce que vous aviez. J'avoue, ce serait cool de retourner l'année prochaine et de regarder qui dans les commentaires a vraiment fait les meilleurs chronos. C'est top, ça. Et on l'invite au resto aussi. Ah ouais, on regarde celui qui a eu les meilleurs résultats. Ah ouais, ce serait cool. Bon, il y aura S'il beaucoup peut de se déplacer, hein. Je paye le resto, mais pas le déplacement, là. Ça va. Sauf s'il y a un président de, je sais pas moi, agence de voyage ou quoi, qui nous offre des trucs. On sait pas. Peut-être. Bon, allez, on est parti. Ciao tout le monde.